Nous leur accordons cet espace pour leur permettre de s'échanger, de discuter, puisque l'on dit que de la discussion jaillit la lumière. Et nous voulons aussi les associer dans la prise de mesure, que chacun à son niveau s'engage, surtout cette année 2024 destinée à la jeunesse. Et sur ce plateau, ce soir, je reçois pour la deuxième fois depuis donc le début de cette année et 4 jeunes sur ce plateau. Nous allons voir quels sont les enjeux de cette année qui leur a été consacrée par le chef de l'État, pour ne pas dire le gouvernement congolais. Quels sont réellement les enjeux? Nous allons diagnostiquer les vrais problèmes qui touchent la jeunesse et nous tenterons aussi d'apporter les solutions en phase de ce que le gouvernement promet déjà à cette jeunesse. Sur ce plateau, Franck Ngoma, il est ancien secrétaire général des souverainistes, le parti de Dave Mafla. Bonsoir Franck Ngoma. Bonsoir M. Ngolali. Ancien, c'est une nouvelle information, c'est pour nous une nouvelle. Ça nous surprend quand même sur ce plateau d'apprendre que vous êtes ancien secrétaire. Y a-t-il eu de bouleversement au sein du parti? Ben, vous l'avez dit, ancien, parce que il y a quelques mois, j'ai démissionné. Et cette démission est totalement libre. Et je pense que on aura peut-être le temps d'évoquer les raisons les raisons qui ont conduit à ma votre démission. Bah, déjà, je peux vous dire que la principale, c'est il y a eu trop de pesanteurs dans le parti. Et je crois que pesanteur et liberté ne font pas bon ménage. On aura le temps d'en discuter. Voilà, nous aurons, comme vous l'avez dit, le temps de vous recevoir sur ce plateau et d'en parler. Donc, vous avez compris que Franck Ngoma n'est plus dans les souverainistes. C'est une information qui nous arrive comme ça sur ce plateau. Et nous avons Fred Makita, jeune activiste très présent sur les réseaux sociaux et très perturbateur, comme on le dit, ou perturbant, comme disent d'autres personnes. Certains pensent que vous êtes... on pense que vous êtes très, très, très présent sur les réseaux sociaux pour le pouvoir. D'autres vous logent à l'opposition. Bonsoir, Fred Makita. Dites-nous où vous vous situez réellement. Bonsoir, Monsieur Ngolali. Lorsque vous êtes vrai, on a du mal à vous situer parce que celui qui est vrai doit reconnaître lorsque le pouvoir a bien fait. Et celui qui est vrai doit aussi critiquer lorsque le pouvoir a mal fait. Parce que dans ce pays, les gens sont tellement faux. Parce que le faux, c'est celui qui accepte tout ou celui qui critique tout. Parce que nul n'est parfait, donc nul n'est mauvais aussi à 100%. Donc moi, je me situe du côté du peuple. Comme dans le peuple, le pouvoir et l'opposition. Ça veut dire que je suis ni à l'opposition ni au pouvoir. Vous l'avez compris, il le dit clairement qu'il n'est ni à l'opposition ni au pouvoir. Et Fred Makita n'est pas, avec Franck Ngoma, nous ne sommes pas les seuls. Sur ce plateau, il y a aussi Aldin Dikas, il est comptable financier, mais aussi culturel. Bonsoir, Aldin Dikas, pardon. Bonsoir. Comment vous faites pour combiner le tout, comptable financier, culturel? Ben, on a la culture de ne pas avoir beaucoup de boulot au Congo. Les jeunes ne travaillent pas beaucoup. Et moi, j'essaie de capitaliser avec mon temps. Et je suis prestataire des structures fiscalistes. Et donc, je peux travailler depuis mon ordinateur. Et cela ne m'empêche pas de pratiquer ma passion qui est le théâtre ou l'humour. La bière et la Bible. Ouais. Est-ce qu'on pourra revoir ça un jour, un autre spectacle? Bien sûr, c'est des projets qui sont bien peaufinés, mais aujourd'hui, les prestations culturelles, il faut beaucoup de préparation pour présenter un bon projet chez les gens. Voilà, et le dernier invité sur ce plateau, c'est Shmingolo, lui revient pour la deuxième fois dans le dictionnaire politique. Il est du PCT, Parti congolais du travail, et vous êtes aussi président de l'association Congo Horizon, c'est ça? Bonsoir Monsieur Ngolali, je ne suis pas président de l'association, de la secrétaire plateforme. général. Je suis secrétaire général de la plateforme Congo Nouvel Horizon. Congo Nouvel Horizon, mais aussi du PCT, du Parti congolais du travail. Bien sûr, je suis membre du Parti congolais du travail. D'accord. Merci. Voilà, le décor étant planté, nous allons ouvrir cette émission par Fred Makita. Nous allons comprendre avec Fred Makita qu'aujourd'hui le gouvernement a fait une batterie d'annonces, sinon d'engagements, parmi lesquels 100 000 emplois cette année, 10 000 donc dans le secteur public. On espère que ce serait la fonction publique et peut-être l'armée aussi. Il y a aussi donc 90 000 dans le secteur privé.
Le gouvernement annonce bien ses couleurs, n'est-ce pas? Ça vous rassure, non? Bon, personnellement, ça ne me rassure pas parce que nous sommes face à un papa qui a toujours fait des promesses et qui n'a jamais réalisé. Donc, en 2021, pendant la campagne, ces mêmes membres du gouvernement, pour ne pas dire ce même régime, nous disaient qu'on mettra la jeunesse au cœur de l'action. Mais de 2021 à aujourd'hui, ça nous fait 3 ans. Est-ce que la jeunesse est au cœur de l'action? Et qu'est-ce que vous entendez par mettre la jeunesse au cœur de l'action? Ouais, mettre la jeunesse au cœur de l'action, ça veut dire que rien ne pouvait se faire, plus rien ne pouvait se faire sans la jeunesse. Ça veut dire qu'on devait associer la jeunesse un peu partout. Mais moi, je constate aujourd'hui que, par exemple, moi, j'habite à Pointe-Noire. À Pont-Noir, la bière est toujours en promotion. Mais Pont-Noir n'a pas de parc d'attractions. Pont-Noir n'a pas de bibliothèque publique. Donc, on remplit plus les conditions pour aboutir la jeunesse que de la mettre au cœur de l'action. Donc, dire qu'on va donner 100 000 emplois, sachant que chaque année, on promet les emplois. Et à la fin, nous savons qu'on recrute parfois les gens qui vendent au marché à la place des enseignants et parfois des voisins, les amis du village à la place des médecins. Donc, je pense Vous ne croyez pas à ces 100 000 emplois? Non, c'est une utopie, vraiment. Voilà, merci. Je reviendrai sur vous tout à l'heure. Franck Goma, 100 000 emplois, avec d'autres engagements d'ailleurs, encourager les jeunes. On a entendu aussi l'optimisation de toutes les agences qui s'occupent des questions d'emploi, d'orientation, voilà, comme le FIGA, la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. Vous avez le FODEA également. On veut également encourager les jeunes dans le secteur agricole et peut-être aussi booster le secteur privé. Alors, le gouvernement annonce bien ses couleurs. Oui, le gouvernement annonce bien ses couleurs, vous l'avez dit. Alors moi, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que la formulation de ces propositions traduit certainement une certaine volonté, une volonté qu'il faut apprécier et admirer. Mais au-delà, je pense que cette volonté ne corrobore pas avec l'esprit derrière la volonté de décréter une année ou de dédier une année à la jeunesse. Pourquoi je le dis? Parce que au-delà de ce décret, il y a plutôt une aspiration plus grande à laquelle il faut faire face, c'est l'aspiration à construire une jeunesse congolaise qui puisse contribuer à l'épanouissement de la jeunesse africaine dans son ensemble. Parce que, en réalité, il faut le dire, à chaque fois qu'il sera question d'aborder des questions relatives à la jeunesse congolaise, il faudrait également, en fait, subrepticement aborder les questions relatives à la jeunesse africaine, puisque cette jeunesse congolaise n'est qu'un maillon, ne participe qu'à la jeunesse africaine dans son ensemble. Et l'opportunité d'appréciation ou non de ces mesures partira du fait qu'aujourd'hui, on doit être conscient plus que jamais que la population africaine est aujourd'hui la population africaine est la population la plus jeune au monde. On est autour de 60% des Africains qui sont jeunes. Et dans ces 60%, nous avons un total de 20% déjà des jeunes compris entre 15 et 20 ans. Vous voyez l'enjeu. Et des 40%, les 40%, ce sont des enfants de moins de 15 ans. Et on dit, les prévisions démographiques disent que d'ici l'horizon 2050, l'Afrique, sinon la population africaine sera peuplée essentiellement de jeunes. Elle sera, la moitié de la population africaine sera, 70%, la moitié de la population africaine sera âgée de moins de 25 ans. C'est ce que disent les statisticiens. Et si on considère que la moitié de la population africaine d'ici 2050 sera âgée, de moins de 25 ans, seront composée des jeunes âgés de moins de 25 ans, ça veut tout simplement dire que d'ici 2050, 35% des jeunes dans le monde seront des Africains. Et à ce moment, l'interrogation qui part de la jeunesse congolaise doit nous interpeller. Parce qu'on se dit que d'ici 2050, les jeunes Africains composeront l'essentiel de la population congolaise. À partir de ces considérations, on peut apprécier l'opportunité des mesures qui ont été formulées par le gouvernement, mesures que je dis qu'il faut apprécier l'opportunité en fonction de certains critères. Il y a trois impératifs de mon point de vue qui peuvent permettre d'apprécier l'opportunité de ces mesures-là. Je ne les juge pas tout de suite,
parce que après ce sont des propositions, c'est une volonté exprimée. Il faut encore attendre que cette volonté soit matérialisée, quoique quelque part on serait tenté de dire que depuis que les promesses sont formulées, voilà, nous sommes dans un cycle d'accoutumance où les promesses formulées ne sont jamais réalisées. Mais j'aimerais quand même voir le gouvernement cette année saisir cette opportunité, puisque nous l'avions dit, les enjeux sont plus grands que le Congo. Il y a 3 impératifs, je l'ai dit. Le premier impératif, c'est que nous sommes bantous et il y a ce qu'on appelle l'éthique traditionnelle. L'éthique traditionnelle voudrait que la parole prononcée par un chef ne soit pas désacralisée. Le président de la République a voulu dédier cette année à la jeunesse, a décrété cette année à la jeunesse. Ça veut dire que le Premier ministre et le gouvernement sont obligés de ne pas désacraliser la parole du président de la République. Le premier impératif. Le deuxième impératif, c'est que, comme je l'ai rappelé, j'ai vu que dans la formulation des propositions, les 8 mesures principales, c'est l'impression que j'ai eue, après ça n'engage que moi, c'est que j'ai vu la formulation des propositions à court terme. C'est vraiment une vision court-termiste. J'ai d'ailleurs vu le compte-rendu du Conseil des ministres qui reprend l'expression, c'est-à-dire qui pense que c'est déjà la définition d'un plan de la jeunesse, c'est comme ça que ça a été défini dans le Conseil des ministres. Mais ce que je reproche, c'est que cet impératif-là, le deuxième impératif que j'évoque, c'est que la formulation de ce plan de jeunesse, donc la formulation de ses principales mesures, devrait, de mon point de vue, s'articuler autour d'une vision plus grande. En fait, s'il faut préparer un plan d'épanouissement, de construction de la jeunesse, quoi que ce plan puisse répondre aux besoins que nous sommes en train de relever pour cette année 2024, ce plan devrait s'articuler dans la durée, dans le temps. Et en parlant du temps, en parlant de la durée, je pense que ce plan de la jeunesse, au-delà de se définir sur les défis propres à la jeunesse africaine actuelle, devrait s'appuyer sur des documents stratégiques continentaux. Les propositions, on en parlera tout à l'heure. Je vais chuter, M. Ngolali, tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine et la charte africaine de la jeunesse. Si on élabore un plan de la jeunesse qui ne tient pas compte de ces 2 documents stratégiques auxquels nous sommes en train de participer, à ce moment, il faut s'attendre peut-être, je ne le dis pas comme ça, mais peut-être à des résultats qui ne seront pas escomptés. Voilà, Esmingolo, cette année 2024, on espère déjà voir le problème du chômage résolu, peut-être pas totalement, puisqu'il y a 10 000 jeunes qui seront recrutés selon les promesses du gouvernement et 90 000 dans le secteur privé. Avec autant d'engagement, le gouvernement va optimiser le FIGA, je le dis, le fonctionnement du FIGA, va également optimiser le fonctionnement de la CPE. Il y a aussi FONEA. Alors, des promesses aujourd'hui qui témoignent bien de l'engagement, sinon de la volonté du gouvernement à réellement accompagner la jeunesse, n'est-ce pas? Oui, les promesses qui témoignent de la volonté et de l'engagement. Et pourquoi? Parce que l'engagement, d'ailleurs, c'est une manière supplémentaire d'agir pour le changement. Et si on veut changer, c'est que quelque part, il y a eu des failles. Et donc, comme je l'ai toujours dit, que il ne pouvait pas prendre des 8 mesures sans pourtant associer la jeunesse. Ça, c'est ce que moi, je suis en train de penser. Et il devrait peut-être travailler, prendre ces 8 mesures après avoir convoqué l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Parce que là, il y a un adage qui dit « ce qui est dit ou fait », pour nous, sans nous et contre nous. Donc, créer 10 emplois au niveau de l'État et de 10 000 emplois et au niveau de l'État et de la fonction publique. Bon, là, je pourrais, d'une manière ou d'une autre, le concéder, mais dire qu'au niveau du secteur privé, créer 90 000 emplois et relèvera vraiment de l'utopie et pour ne pas dire de l'abstraction. Donc, je pense que ce sont des promesses qui vont toujours à l'encontre de faire endormir les jeunes. Et pourquoi je le dis? Parce que si un gouvernement de 2016 en 2000 peut-être 23 et n'a pas pu créer pratiquement 30 000 emplois, et je ne vois pas en une année, quel miracle feront-ils pour créer 100 000 emplois? Il faut un miracle pour créer les 10 000 emplois, les 100 000 emplois en une année? Peut-être pas un miracle, mais il faudrait de la volonté et de la mobilité des gens qui sont au gouvernement.
je le dis toujours, hein, nous avions au gouvernement des gens qui ne sont, je le pense, et ça n'engage que moi, qui ne sont plus mobiles, qui sont fatigués, qui ne sont pas vraiment les hommes de terrain. Parce que consacrer toute une année à la jeunesse, moi, et je pensais qu'il fallait d'abord étudier l'environnement et l'environnement évoluant et cette jeunesse. Parce que certaines aspirations de notre... au fait, j'ai envie de dire... Bon, je reviens, le temps de vous laisser gérer votre émotion. Je crois que vous ne croyez peut-être plus aux promesses. Alors, Aldin Dicas, 90 000 emplois dans le secteur privé. D'ailleurs, vous évoluez dans le secteur privé. 10 000 emplois, le secteur public. Le gouvernement vient quand même là de passer, on va dire, à l'acte après les promesses du gouvernement, du président de la République, non? De consacrer cette année à la jeunesse. Oui, ben, je pense que, voilà, je le dis tantôt, souvent il faut se taire quand on a assez promis. À un moment donné, quand on a de la volonté à l'intérieur, il faut se taire. Les promesses de ce gouvernement-là, seuls les morts et les enfants de moins de 8 ans qui peuvent y croire. Tel que le schéma est présenté, il n'y a que les morts qui peuvent y croire, simplement. Et c'est très simple à pouvoir projeter. On n'a pas fait un état de lieu normal. Si on demande à ce gouvernement quelles sont les vraies statistiques du chômage réel, quelle est la vraie ressource humaine qu'il faut recruter, la vraie ressource humaine. On a des étudiants, oui, mais ce n'est pas tout le monde. Quelles sont les personnes aujourd'hui capables de travailler? Parce que la ressource humaine qui travaille, qui existe déjà dans nos administrations, elle est déjà un mauvais casting. Vous pouvez faire 2 jours à circuler dans les administrations congolaises, vous trouverez que c'est tellement, c'est un mauvais schéma qu'on nous a présenté. 10 000 emplois dans le secteur public. On peut y croire en disant, bon, on a recruté 4 000 gendarmes, 3 000 militaires, on prend 1000 enseignants, on prend je ne sais pas où, les 10 000, on peut y croire. Mais les 90 000 dans le secteur privé, avec quel schéma? Avec le courant qui va à chaque 10 minutes? Parce que pour qu'une entreprise se pérennise, la première des choses, il faut que vous ayez même de l'électricité stable. J'ai des preuves de boulangeries qui peuvent fermer. Des boulangeries qui emploient des Congolais. Je n'ai pas les droits de les citer, mais je vous donnerai les noms. Une boulangerie qui paye de l'électricité à 2 millions par mois. Vous faites comment? Et quand vous parlez payer l'électricité, attendez, 2 millions de l'électricité et vous avez 3 millions du carburant. Ça veut dire ce qui était réservé dans son côté d'économie ou à augmenter les stables ou à maintenir les travailleurs, les emplois. Mais c'est parti dans l'achat du carburant. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais bien sûr. Ouais. Et donc, à aujourd'hui, je ne pense pas que ceux qui conseillent le président de la République font un bon travail en le laissant décréter des années. Parce que dans ce pays, on a décrété des années. D'ailleurs, il y a eu une année de santé où il y a eu une catastrophe sanitaire. Il y a eu une année de l'éducation où il y a eu plus de 3-4 mois de grève, plus des bagarres dans l'école publique. Où est l'autorité de l'État qu'on nous a tant promis? Pour dire que bon, voilà, cette année-ci, voilà, décréter. Il faut à un moment donné, quand il y a de la volonté ferme, il peut y avoir de la volonté. Oui, mais avec lesquels? Avec lesquels? Avec ce même type de personnes qui vont chanter pour pouvoir faire plaisir au chef. Ou bien, le contraire, le chef veut avoir des gens qui veulent chanter pour lui.
Non, ça ne marchera pas avec ce casting-là. Voilà, le casting, on en parlera tout à l'heure. Fred Bakita, selon vous, pourquoi le gouvernement va-t-il prendre autant d'engagements, s'il est lui-même conscient, comme vous le dites, que vous ne croyez plus et que le gouvernement, après tant de promesses, ne sera peut-être plus capable de tenir à son engagement? Pourquoi, selon vous, un tel engagement de consacrer 2024 à la jeunesse? Mais vous savez, M. Ngolali, si vous avez l'habitude de mentir à une personne et à chaque fois la personne revient vers vous, vous avez trouvé là, j'ai envie de dire, un imbécile ou un idiot. Ça va pas vous gêner de le mentir encore. Le gouvernement, ceux qui sont au gouvernement, pour moi, je pense qu'ils sont inhumains. Parce qu'on ne peut pas nous parler. Là, j'ai entendu parler des FIGA. Mais attends, soyez un peu sérieux. Comment ce gouvernement peut avoir le courage de parler du FIGA, sachant que à la tête du ministère qui gère le FIGA, c'est la même ministre qui a saboté le FIGA. Tous les Congolais le savent. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la Commission économique et finance, qui avait auditionné Madame la ministre, j'étais passé à la télé pour dire que les éléments fournis par le gouvernement ne sont pas convaincants. Ça veut dire qu'il a été clair pour dire que le gouvernement a menti au sujet du FIGA. Mais si le gouvernement a menti au sujet du FIGA et que tout l'argent qui a été... C'est le DG du FIGA qui est suspendu, avait fait la levée des fonds. C'est connu de tous. Et cette levée des fonds, l'argent a été saboté par la ministre qui est toujours là. Et le gouvernement nous avait dit au début qu'on ne va pas agir par émotion, laissons le temps, la justice va faire son travail. Mais nous sommes à 11 mois. C'est la même ministre qui est là. Mais c'est le même gouvernement qui revient pour nous dire qu'il y aura l'emploi et on cite le FIGA. Et donc, pour vous, c'est un élément qui prouve à suffisance que le gouvernement ment toujours et ne pourra pas tenir à son engagement. En tout cas, le gouvernement ne se respecte même pas lui-même et ne se prend pas au sérieux. Et le gouvernement ne respecte pas aussi le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État fait une promesse, c'est un père de famille, il peut dire, bon, j'ai tellement commis des erreurs, cette fois-ci, je vais changer. Vous êtes les éléments que j'ai mis sur le terrain, cette fois-ci, voici le canevas, il faut le faire. Pour rappeler ce que vous dites sur le FIGA, le président de la République a lui-même pris l'engagement en 2021. Il s'est appuyé et la vidéo, l'extrait dans lequel il parle du FIGA, dans lequel il promet le FIGA à la jeunesse, est devenu viral, même jusqu'à maintenant, une manière pour la jeunesse de rappeler que le FIGA doit continuer à fonctionner, doit exister. Mais vous regrettez le fait que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est resté silencieux. Mais pourtant, dans les promesses faites au dernier Conseil des ministres, il propose d'optimiser ce fameux FIGA. De la jeunesse, je pense que si le chef de l'État veut qu'on puisse croire à l'avenir du FIGA, il ne peut pas nous garder la même ministre qui a saboté le FIGA. On doit commencer par là. Avant même de faire la promesse, il fallait commencer par la virer d'abord, mettre un nouveau ministre, parce que tout ce qui est nouveau, qui est beau, on peut espérer. Mais avec la même personne, qui est allée même prendre les derniers milliards qui restaient à UBA, et après on va mettre encore l'argent avec elle. Les derniers milliards, vous parlez de quel milliard? De milliards de FIGA, de quoi? Bien sûr, le FIGA avait un dernier milliard qui restait dans son compte. Dont l'argent levé par, collecté par, l'argent qui a été saboté par le DG suspendu. Cet argent qu'on avait bâti campagne avec et autres. Bon, on ne revient pas sur ça. Mais le chef de l'État ne peut pas promettre la jeunesse, la continuité du FIGA avec la même ministre. Vous allez remarquer, moi, j'ai toujours dit que le chef d'État responsabilise ses adversaires, sinon ses ennemis. Vous ne pouvez pas continuer à confier des missions aux gens qui, à mon avis, travaillent contre vous. Parce que quand un père de famille vous donne une mission et que vous faites le contraire de la mission, ça c'est travailler contre lui. Soit vous avez un agenda caché, parce que le gouvernement actuel travaille pour énerver la population. Pourquoi je le dis? Si déjà à la place d'un médecin, vous recrutez un vendeur au marché, vous voulez énerver le médecin. Si déjà aujourd'hui, pour voir que les gouvernements actuels ne sont pas sérieux, vous savez, je prends un exemple, au CHU, il n'y a pas l'appareil radiologique au CHU. Donc si je tombe malade maintenant, j'ai besoin d'une radio, je ne peux pas le faire au CHU. Je dois aller à Kojemo qui est un établissement privé. Donc Kojemo a plus de moyens que CHU. Mais rien qu'avec ça, est-ce qu'on peut continuer à garder le ministre de la Santé qui est là? Rien qu'avec ça, est-ce qu'il est sérieux? Donc je pense que le gouvernement n'est pas sérieux. Le papa qui sera responsable face à nous, devant nous en 2026, parce que c'est lui qui nous a fait présenter ces projets de société, doit prendre son courage de comprendre que la jeunesse l'accuse d'être large. Le Congo a 6 millions d'habitants.
Ça veut dire que dans les 6 millions d'habitants, s'il veut simplement nommer les gens qui sont proches à lui, je ne pense pas que c'est seulement les 37 ministres qui sont proches à lui. Il connaît plein de gens, il a plein d'amis, il peut prendre dans les 6 millions d'habitants. Là où je vous parle, Mbunda en grève, lycée d'excellence de Mbunda. Donc son lycée à lui en grève. Nous avons aussi lu... À Oyo aussi, c'est la grève. Et en Mbunda, quand tu as ton bac, il n'y a pas le suivi. Hein. Tous les enfants qui ont le bac en Mbunda, il n'y a pas le suivi. On les remet à la disposition des parents. Mais ça sert à quoi? Si après le bac en Mbunda ou au lycée de Oyo, on te remet chez les parents, ça ne sert à rien. Quant à l'opposition, c'est la même chose. C'est un complot d'une génération. L'opposition est gérée par des vieux. On a vu dans ces pays, un membre du gouvernement a été viré du gouvernement par un simple audio qui n'avait rien à voir avec l'intérêt des Congolais. Mais le chef des feux de l'opposition, qui est Pascal Tassambela, était passé à la télé, a crié, est allé voir le Premier ministre, a même promis porter plainte pour demander son départ. Et en fin de compte, cette dame avait quitté le gouvernement. Mais pourquoi celle qui a saboté le FIGA est protégée? Elle est la chouchou, si on ne veut pas dire les chouchous du gouvernement. Donc on peut dire que les promesses faites par le gouvernement, ce sont les promesses des fils à papa. Parce que depuis le 31 décembre à aujourd'hui, toutes les nominations qui se font, c'est pour les fils à papa. Et pour terminer, je dirais, pour confirmer que ce gouvernement, ils ne sont pas sérieux, s'ils étaient un peu sérieux, le haut commissaire à l'insertion juvénile, qui travaille à la primature, c'est un retraité. Donc c'est lui qui va régler nos problèmes. Oui, il peut être compétent. Donc, parmi les jeunes personnes, peut le faire. Le conseil spécial à la jeunesse et à l'emploi a 6 fonctions. Mais ce gouvernement qui lui donne 6 fonctions, mais vient promettre à la jeunesse l'année de la jeunesse. Non, qui nous disent que c'est son année de l'âge. À lui. Vous ne pouvez pas donner 6 fonctions à un seul jeune et promettre 10 000 emplois aux jeunes. Mais si la 6 fonctions, on enlève déjà 5. Ça peut déjà satisfaire 5 jeunes frustrés. Voilà, et merci. On écoute à la fois votre coup de gueule et votre coup de cœur. Alors, Franck Dila, Franck Goma, pardon, pardonnez-moi de revenir sur Ndila, voilà, avec qui nous avons discuté avant cette émission pour préparer une nouvelle émission, le dictionnaire politique. Voilà pourquoi son nom m'est revenu en mémoire. Voilà, Franck Ngoma, pardon de vous avoir confondu. Est-ce que vous avez très bien suivi Fred Makita? Il pense qu'au préalable, avant de faire d'autres promesses, le gouvernement devrait quand même poser des actes rassurants. Il prend le cas de FIGA, qui était une promesse de 2021. Nous sommes en 2024. Le FIGA n'a pas réellement atteint ses objectifs jusqu'à maintenant, puisque dans son fonctionnement, tout était presque démoli à cause de ce que vous connaissez. Et donc, Fred Makita est en train de nous faire savoir, ou encore dans son coup de gueule, que le gouvernement, pour réellement rassurer, devrait commencer par reparer ou encore accomplir les promesses non tenues jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cet argument est fondé et que le gouvernement devrait d'abord commencer par ça? Je ne rentrerai peut-être pas dans le même lexique que M. Makita, parce qu'après, je pense que dans tout ce qu'il a dit, il y a quand même beaucoup de subjectivité, je l'assume. Il y a des formulations qui ont été faites auxquelles je ne participe pas. Voilà, tout naturellement, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un langage plus élevé et plus responsable. Par exemple, il y a certaines subjectivités qui ne participent tout simplement pas à la responsabilité. Maintenant, oui, quelque part, il n'a pas tort de dire que le gouvernement devrait, dans un premier temps, regarder un peu les erreurs du passé, et puis, je ne dirais pas ça comme ça, mais je vais le dire dans des termes un peu plus politiques. En fait, il est question, en réalité, de la réduction, dans un premier temps, de la fracture générationnelle. Donc, ce que M. Makita est en train d'évoquer, par exemple, une personne, soi-disant, qui aurait 6 fonctions. Appréciation que je trouve quelque peu subjective, parce qu'après, c'est un citoyen. On ne sait pas les conditions par lesquelles cette personne il peut être consultant, par exemple. Voilà, il y a des gens qui sont consultants dans plusieurs boîtes. Entrer dans ce genre de subjectivité. Ouais. Par contre, ce que j'évoque de façon générale, c'est que oui, il y a l'impératif de réduire la fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait émancipation des jeunes dans les sphères décisionnelles. Le deuxième, ce qu'il y a en jeu ici, c'est qu'il faut réinventer le lien politique. Et la réinvention du lien politique entre les gouvernants et les gouverneurs, entre autres les jeunes, est un impératif qui nous dépasse tous aujourd'hui. Pourquoi je le dis ? Parce que
au-delà de tout ce que nous pouvons évoquer, il y a les défis, et je pense que tout le monde ici a commencé à en évoquer, les défis des jeunes Congolais, de la jeunesse congolaise, et ces défis, quelque part, sont connus. Que ce soit lié à l'éducation, à la santé, à l'émancipation sportive, au bien-être, tous ces défis sont connus. Et tous ces défis sont des pesanteurs pour la jeunesse congolaise aujourd'hui. Maintenant, au-delà de ces défis, il faudrait que le gouvernement arrive à faire intégrer le dynamisme de la jeunesse congolaise aujourd'hui, tel que je l'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, le Congo soit essentiellement peuplé par des jeunes. Et ensuite, il y a les aspirations qu'il faut prendre en compte. À quoi aspire le jeune Congolais, si ce n'est à une bonne éducation, à avoir un système de santé efficace. Voilà, donc que le jeune Congolais d'aujourd'hui se dise, ok, je peux aller à l'école, je serai bien formé. Si je tombe malade, je serai bien soigné parce que j'ai un bon système de santé. J'ai un gouvernement qui met en place un système qui me permet d'être épanoui sur le plan mental, sur le plan sanitaire. Je suis épanoui sur le plan sportif. Toutes ces aspirations, mais surtout, j'ai oublié, l'aspiration politique. Il faudrait que le jeune Congolais se sente dans un environnement qui lui permette d'exprimer sa citoyenneté et son état actif en tant que citoyen congolais. Donc, quand on regarde dans une vue d'ensemble toutes ces aspirations et surtout ce qu'est la jeunesse congolaise aujourd'hui comparée à d'autres jeunesses, je prends déjà le cas de l'indice de développement humain, nous sommes classés 154e pays sur 158 pays. Donc, quand on évalue cet indice de développement humain, on se rend compte que oui, il y a des efforts encore à fournir pour l'émancipation de la jeunesse congolaise. Maintenant, pour revenir sur les différentes pesanteurs que nous avons soulignées, je ne pense pas que le FIGA en soi soit un problème. Je ne pense pas que le FONEA en soi soit un problème. Je ne pense pas que l'ACPCE en soi, je dis bien en soi, c'est-à-dire que dans son essentialité, soit un problème. Ce qu'il y a ici question, c'est que même si on supprime le FONEA, le FIGA, l'ACPCE aujourd'hui et qu'on crée d'autres institutions pour permettre aux jeunes de s'épanouir, il y a des problèmes de fond qui doivent être réglés. Et ce sont ces problèmes de fond qui justement continuent à creuser la fracture générationnelle et puis à briser le lien politique. Mais pour vous aider, Franck Ngoma, si on comprend bien la démarche de Makita, puisque c'est que le FIGA en soi, comme vous le dites, est une promesse du président de la République, comme encore la nouvelle promesse sur l'année de la jeunesse 2024. C'est un instrument qu'il a promis. Il a parlé à haute et intelligible avec insistance qu'il comptait, qu'il s'appuyait sur le FIGA pour résoudre le problème du chômage. Mais on se rend compte que cette promesse solennelle du président de la République, au bout de 3 ans à peu près, est pratiquement en ruine. Oui, mais M. Ngolali... Est-ce que ça ne peut pas vous interpeller ou quand même vous inquiéter? Mais bien sûr que ça interpelle, ça inquiète. Pourquoi ça inquiète? Ce que j'étais en train d'évoquer, m'a coupé l'idée, c'était que quand on crée, on monte des institutions, il y a ce qu'on appelle le respect des principes de bonne gouvernance. C'est le respect des principes de bonne gouvernance qui conditionne le raffermissement des liens politiques entre les gouvernants et les gouvernés. Et justement, nous tombons dans ce piège très souvent. Et nous sommes d'ailleurs tombés dans ce piège. C'est que ce soit le FIGA, la CPCE, le FONEA, le Conseil consultatif de la jeunesse, au-delà de tout ça, il y a l'absence du respect des principes de bonne gouvernance. Et les principes de bonne gouvernance sont connus. Vous avez la responsabilité. Aujourd'hui, quand on a initié le FIGA, par exemple, quand on a monté le FIGA, ou le FONEA, ou la CPCE, le gouvernement doit être responsable, que ce soit dans les réussites ou dans les échecs. Donc, quand ça ne marche pas, il faudrait que le gouvernement revienne vers les jeunes Congolais, vers les Congolais, pour dire, écoutez, nous avons fixé des objectifs, des missions à telle institution. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, nous avons échoué. Responsabilité. Et permettez-moi, en parlant de la responsabilité, d'évoquer également le tout récent drame qu'on a vu, des jeunes étudiants ressortissants de Cuba se faire matraquer. Qu'importe la raison, mais je pense que là également, la responsabilité du gouvernement devrait être attirée et se prononcer sur la question, parce que quand même, voilà, on part d'une année de la jeunesse, mais que voir des jeunes se faire matraquer, qu'importe la raison, n'est pas tout de suite éthique. La responsabilité, la participation. On crée des institutions, mais on se rend compte que finalement, la composition de ces institutions n'implique pas une participation inclusive, mais plutôt parcimonieuse.
Ce sont des personnes déjà connues qui occupent les mêmes responsabilités. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'affinités avec les mêmes personnes qui occupent certaines fonctions dirigeantes. Donc, vous avez la participation, vous avez la responsabilité et vous avez surtout un des principes de bonne gouvernance, la communication. Sauf que nous avons en face de nous un gouvernement qui, malheureusement, ne communique pas ou communique peu. Donc, il y a des institutions, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des échecs. On préfère se retrouver dans une sorte de silence qui laisse la possibilité à tout le monde de spéculer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas rentrer dans le discours de M. Makita qui dit, par exemple, qu'il y a eu 1 milliard qui traînait. Parce que je pense tout simplement que c'est une situation qui justement permet à M. Makita d'avoir ce discours et qui légitime ce discours-là. Mais de l'autre côté, moi qui n'ai pas de données, je ne peux pas me prononcer parce que je me dis, bah, écoutez, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas me permettre de me prononcer là-dessus. Il y a ce silence-là qui légitime ce genre de discours. Et ensuite, le manque de communication dans le fonctionnement des institutions. Et justement, tout le monde a dit ici, fait en sorte que nous puissions nous dire, bah, une promesse de plus sur l'année de la jeunesse, qu'est-ce qui nous dit que ça marchera? Vous avez la communication. Vous avez également le fait que le gouvernement doit rendre compte de ses actes. Et malheureusement, le gouvernement tombe très souvent dans ce piège parce que des actions sont menées, mais finalement, on ne revient pas vers la population pour dire, écoutez, nous avons initié ceci, mais ça n'a pas marché. Donc, de façon glossaire, je pense que si les principes de bonne gouvernance ne sont pas appliqués, et oui, il y aura une année décrétée à la jeunesse, malheureusement, en l'état d'inapplication des principes de bonne gouvernance, on risquera de creuser la fracture générationnelle et donc de creuser le lien politique qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Eshmingolo, je reviens sur vous, mais avec beaucoup d'insistance. Tout à l'heure, vous avez évoqué pas mal des pesanteurs, sinon encore des obstacles, et qui aujourd'hui légitiment votre posture on va dire de pessimiste, et sinon encore votre posture dubitative vis-à-vis du gouvernement. Alors, quels sont aujourd'hui les problèmes qui vous dérangent réellement au point de susciter encore, de faire naître en vous ce doute, on va dire, sempiternel vis-à-vis du gouvernement? Mais après, il faut savoir que nous avions déjà beaucoup de choses qui nous dérangent énormément. Et dans pratiquement toutes les administrations, hein, je dirais tous les ministères, partant du ministère de l'enseignement et en passant par le ministère de la Santé et celui de l'enseignement technique, il y a énormément des choses qui nous dérangent. Et donc, je pense que pour que le gouvernement puisse un peu avoir la confiance encore, renouveler sa confiance à la jeunesse, il devrait normalement commencer à régler ces problèmes-là. Les problèmes de déficit des enseignants. Nous avions un problème de déficit et j'aurais appris de 20 000 enseignants. Alors que dans le quota et de l'exercice 2024, c'est un quota de 2800 ou bien 2500 et par là. Et donc, que le gouvernement recrute d'abord ces jeunes. On vous entend parler, Oui. s'il y a un ministre qui nous suit, je pense qu'il nous suit souvent, certainement me diront mais que vous n'êtes pas informé, qu'ils ont quand même promis de recruter 10 000. Quand on parle Non, de 10 000, mais il y a aussi si, forcément des médecins, des enseignants. s'il vous Et plaît, voilà, dans l'ensemble, quand on vous parle de n'êtes pas 10 en 000, contradiction avec le non, gouvernement. je ne suis pas en contradiction. C'est le gouvernement qui promet son pourtant et voir le tableau de bord de l'année 2024. Mais comment Parce ça, que s'il vous plaît, 10 000, dans c'est sur la base l'exercice, Ouais. dans l'exercice du budget 2024, et c'est le tableau de bord, hein, il y a des quotas. Donc, il va falloir pour le gouvernement de réajuster le budget pour que nous arrivons à 10 000. Peut-être ils me diront qu'ils vont, à la fonction publique, par exemple, recruter 7 000, 1000 à l'enseignement, 1000 à l'enseignement technique, 1000 au ministère de la Santé, 1000 au ministère de la Jeunesse, ou je ne sais encore de quel ministère, et 3000 dans l'armée. Là, nous pourrions dire que le gouvernement a raison. Mais voir... non, mais on a parlé de 10 000, c'est dans la globalité, rien n'est encore détaillé. Si j'insiste avec vous, parce que tout à l'heure, vous avez dit que si ce qui est fait sans vous, pour Oui. vous, sans vous et contre vous, Oui. alors qu'est-ce qui n'est pas fait avec vous Mais réellement? pourquoi il peut prendre les mesures sans pourtant consulter l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse? Parce que là, vous savez, je disais tout à l'heure que les circonstances naturelles de notre environnement affectent notre capacité de réaliser nos aspirations. Et nous le savons, la jeunesse évolue dans un environnement complexe, dynamique et incertain. Donc,
pour eux, eux qui prennent des décisions sans pourtant, je ne sais pas, je ne dirais pas les décisions sans pourtant réfléchir, mais ceux qui prennent, les autorités qui prennent les décisions à la va-vite, sans pourtant avoir les moyens de leur politique, alors je pense que c'est de la politique qu'ils font. Parce que on ne peut pas se réveiller un bon matin pour dire que nous consacrons une année à la jeunesse, alors que il y a des étudiants ressortissants de Cuba qui ont fait pratiquement une année à la maison, qui devraient normalement commencer leur premier stage au premier trimestre de 2024. Ils se font taper là au ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons vu, ça circule sur la toile. Et donc, ça fait mal de constater qu'après avoir consacré toute une année à la jeunesse, qu'il y a des médecins ressortissants de Cuba envoyés par l'État congolais qui se font taper. Non, parce que ils sont en train de réclamer leurs droits. Mais attendez, un étudiant qui revient de l'étranger, qui fait, et surtout en médecine, qui fait une année à la maison. Donc, on suppose qu'il a déjà tout perdu. Et donc, selon vous, les 8 points de promesse ou d'engagement du gouvernement lors de son dernier conseil des ministres n'épousent pas vos aspirations? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous attendiez réellement? Puisque je voulais savoir quels sont les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est de régler le problème du déficit enseignant. C'est de recruter la 3e promotion et la 4e promotion des étudiants ressortissants de Cuba. C'est d'ajouter ou bien de réajuster le budget de l'exercice 2024, qui est d'ailleurs le tableau de bord de l'année consacrée à la jeunesse. Et en fait, donc, le gouvernement aura résolu le problème on va dire tous les problèmes des jeunes. Peut-être pas, c'est ce que nous voulons pour que ça soit du concret. Sinon, ça ne sera que de la politique. Voilà, allez-y. Je pense que quand on parle du Congo, j'ai l'impression que c'est un pays qui vient de sortir je sais pas, d'une situation de guerre en 2020 ou en 2015. Non, non, non. Le Congo existe dans sa logique comme un État depuis 2000, juste après la sortie des événements. Nous avons aujourd'hui 24 ans d'existence avec des budgets, notamment qui dépassent des autres pays. Le Congo, c'est l'un des pays les plus riches et selon sa population. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous avons eu un budget de 4 000 milliards dans ce pays. Et en parlant quand mon cher Ngolo, je ne sais pas s'il essaie de se retenir ou je ne sais pas quoi, mais le vrai problème, c'est la tête qui n'arrive pas à ordonner. Parce que si la tête commence à taper, le reste des choses vont se faire de façon naturelle. Les exemples sont très simples. Vous avez aujourd'hui, on pousse les jeunes à pouvoir se prendre en charge, parce que cette phrase nous revient souvent. Je vous assure que même en cours de l'année, cette phrase va nous revenir. Ouais, c'est votre année, mais qu'est-ce que la responsabilité de la jeunesse? Oui. Mais parlons de ceux qui se sont déjà responsabilisés. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les accompagner? Le fait déjà d'avoir ces 300 ou ces 500 000 pour aller créer une SRL, pour avoir des documents, c'est un gros souci. Le lien qui existe entre l'agence de création des entreprises et le greffe n'est pas établi. Quand vous payez vos 300 000 francs ou vos 500 000 francs au niveau de l'agence de création des entreprises, vous allez attendre longtemps si vous voulez avoir un RCCM. Il vous faut, si vous voulez avoir des documents rapidement, d'aller au greffe, dépenser encore un 50 000, un 100 000 pour que vous ayez le RSSM. Ça, ce n'est qu'un détail. Vous avez un système qui ne marche pas. Nous sommes dans un système de conservation de pouvoir. Il faut se le dire. Nous sommes dans un système de conservation de pouvoir. Pour que ça marche, il faut aujourd'hui qu'on regarde sur le plan largement de ce qu'on appelle la faisabilité et copier le modèle qui existe. Quel est le modèle économique de notre pays? Qui peut le définir, le modèle économique de notre pays? Dans quel pays on vote un budget par un ministère qu'on finit par ne pas rendre compte après l'exercice de cette année-là? Dans quel pays? Dans quel pays où à chaque fois quand on promet quelque chose, on finit par oublier pour venir promettre une nouvelle chose sans pourtant tenir compte faire un bilan des anciennes promesses. Ce qui fait que aujourd'hui, la grande coupure qui existe, c'est que même si Jésus revient bientôt et que Jésus est nommé dans ce gouvernement-là, Jésus va échouer. Il sera pris comme
comment on appelle ça? Il sera comme, comment on appelle ça? Et dans le même lot, vous prenez Bouddha, ce sera la même chose. Il faut aujourd'hui un vrai bilan. Il faut retenir une chose. Dans ce pays, si on ne se dit pas les vérités, en commençant par le haut sommet, ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrive un jour où ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont à la prise des décisions, nous disent, OK, de 2000, de 2010, il y a eu telle politique. De 2010 à 2020, il y a eu telle politique qui a été menée. Et nous avons constaté que cette politique-là ne marche pas. Maintenant, là, il faut une nouvelle politique d'ensemble et de réalisation. Mais quand on parle de réalisation, il ne faut pas que ce soit que vous avez promis 10 000 emplois dans le secteur public et que vous n'avez que pris les vôtres qui sont encore en première. J'ai l'exemple parfait de quelqu'un qui est encore en terminale qui a la fonction publique. J'ai son nom, j'ai son adresse et c'est comme ça que ça marche. Les 10 000 emplois qu'on nous parle, ça sera encore les cousins, les cousines, des neveux qui ne sont pas encore intégrés, qu'on va mettre à l'intérieur. Ce qui fait que demain, on va revenir à Tchéléka pour venir déplorer les mêmes choses. Il faut qu'on arrive à se dire les vérités, de dire, OK, en 2021, le président nouvellement élu a fait des promesses. Quelles sont les promesses qu'il nous a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? En 2022, telle chose a été dit, telle chose a été dite, mais ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Maintenant, à un moment donné, M. Ngolali, le gouvernement congolais doit faire une chose. Le 31, moi je conseille ça, le 31 décembre 2024, que le gouvernement congolais se taise. Quand on va rentrer en 2025, chacun prendra sa responsabilité. D'accord, je reviens sur vous tout à l'heure puisque vous parlez de la création d'entreprises, c'est intéressant, nous reviendrons sur ça. Fred Makita, alors tout à l'heure là, vous avez suivi la réaction des uns et des autres. Je sais, nous connaissons tous votre position, vous ne croyez pas au gouvernement. Et tout à l'heure, Aldin Dikas est tenté de nous dire que le gouvernement revient sur les mêmes promesses mais dans une autre forme. Est-ce que vous avez l'impression que les promesses de cette année, telles que nous les abordons maintenant, sont les mêmes promesses? Oui, c'est presque les mêmes promesses parce qu'en 2021, je l'ai dit au début ici, j'étais au meeting de Dolizy. Lorsque le président a parlé du FIGA, c'est même ça qui m'avait motivé de battre campagne pour la première fois pour lui. Il disait qu'on va mettre la jeunesse au cœur de la... Ça vous tient à cœur cette affaire du FIGA? Vraiment, ça me tient à cœur parce que voir des milliards... Vous comptez beaucoup sur le site Le FIGA et vous avez un dossier au FIGA? Moi-même, j'avais déposé un dossier là-bas. Malheureusement, j'ai vu que le parent a mis connaissance des responsables du ministère ont été accompagnés et mon dossier a été mis dans les oubliettes. Il y a même des gens que je connais dont leurs campagnes ont été financées par le FIGA. Mais bon, je ne reste pas sur ça. J'ai envie de dire que ici, mes amis répètent conseil consultatif de la jeunesse, conseil de la jeunesse. Mais pour moi, Makita, ça c'est le conseil de la jeunesse de Brazzaville. Et donc le fils à papa de Brazzaville avec quelques jeunes de la FMC. Parce que vous n'allez pas me dire que dans ce CCJ, il y a un jeune d'un Kaï là-bas qui payera le billet pour venir à l'Assemblée générale. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un jeune de Ngbala là-bas. Non, non, non. Oh, mais non, mais il y a dans cette fameuse liste à peu près 300 jeunes, si je ne me trompe pas, tous les départements sont représentés. Oui, mais vous savez que tous les départements sont représentés à Brazzaville. Là, je suis à Brazzaville. Je suis du Niari et de la Lekomo. Mais si j'habite ici, vous me mettez dans le lot. Je représente le Niari vraiment? Je parle des jeunes qui vivent dans ces départements, qui connaissent les problèmes de ces départements. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Dans le district de Toumbi, là-bas, il y a des jeunes qui savent que j'avais suivi une fois sur les réseaux sociaux, il y avait un enseignant qui seul gérait tout un lycée, il avait des salles où il y avait 400 élèves, il était seul. Mais le jeune qui habite là-bas connaît ses problèmes. Et comme votre FIGA, donc vous voulez nous dire encore que le CCJ, c'est un raté. Le CCJ, c'est une institution budgétivore et très inutile. Je dirais très inutile parce que le CCJ a un budget de 100 millions par mois et depuis que le CCJ existe, ces budgets existent, donc ça passe. Ces budgets gérés par un petit bureau de 3 jeunes qui sont parrainés. Vous avez refusé qu'on cite les noms, je ne citerai pas les noms, mais le bureau exécutif du CCJ... Non, je ne vous interdis pas de citer les noms. Vous ne voulez pas qu'on cite les noms. Moi, j'aime citer les noms parce que moi, j'ai mes preuves. Et si vous avez des preuves, ça n'engage que vous. Dans ces bureaux, il y a le jeune Horus
Qui n'est pas de la majorité présidentielle, qui sort de l'UMP. Qui n'est pas de l'opposition. On connaît l'UMP, on connaît ses affinités avec le ministre de la Jeunesse, Euris. Il est avec le ministre de la Jeunesse. Donc, il est là. Il peut rendre compte. C'est-à-dire que ce bureau, la jeunesse congolaise peut porter plainte à ce bureau pour nous rendre compte sur les 100 millions quand même. Vous avez à la tête du CCJ l'honorable Mikris Kaba, qui est le beau-fils d'un grand homme de ce pays, un homme très influent du PCT. Lui-même, d'abord, il a 3 ou 4 fonctions, mais il est à la tête du CCJ. Donc lui, il va être à la tête du conseil consultatif de la jeunesse. C'est lui qui va aller nous représenter auprès du gouvernement pour parler de nos problèmes. Il a 4 fonctions. Il est lui-même fils à papa. Il est parrainé. C'est lui-là qui va parler de nous. Non, je suis désolé. S'il faut parler de l'Assemblée générale, il peut faire. S'ils le veulent, ce n'est pas ça qui représente la jeunesse congolaise. Moi, j'ai comme l'impression que le chef de l'État, c'est lui qui nous avait présenté un projet de société. Donc, c'est lui qui a des comptes à nous rendre. C'est comme s'il est pris en otage par un cercle de mafieux, par un cartel, ou encore c'est lui-même qui encourage ces cartels. Parce que rien ne le coûte. Ce soir même, après avoir suivi cette émission, le chef de l'État a le pouvoir de mettre fin aux fonctions des ministres. Donc, si lui, il veut nous rassurer, il y a 30 et quelques ministres, il peut faire partir même 20. Cher René, on ne peut pas faire l'omelette avec les œufs pourris. C'est impossible. Ce gouvernement est rempli des œufs pourris qui ne peuvent pas apporter la solution. Le chef de l'État, nous avons l'obligation de le supporter, même s'il nous blesse un peu, parce qu'il a un mandat. Le ministre n'a pas un mandat. Donc le chef de l'État, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, il a été voté par le peuple. Je dois le supporter et attendre la fin de son mandat en 2026 oui. Et voir si je peux encore le soutenir ou pas. Parce qu'il a un mandat. Donc je peux souffrir qu'il soit là. Je ne l'oblige pas de partir parce qu'il ne doit pas partir. Mais les ministres qu'il a nommés n'ont pas un mandat. Pourquoi il nous fait souffrir de continuer à suivre à la télé les gens qui nous énervent? Et donc, si on comprend bien, si les promesses, toutes ces promesses depuis des années, Figa, vous revenez sur ça, laissez-moi aussi vous suivre. Si ces promesses ne sont pas tenues, donc c'est à cause des hommes qui entourent le chef, sinon le gouvernement. Mais bien sûr, vous responsabilisez des gens qui échouent, vous les virez. Il y a quand même un nouveau Premier ministre, regarde la tête de ce gouvernement, il y a un changement quand même, non? Bon, on peut dire, comme il a 3 ans maintenant, sachant qu'il y a des ministres qui ont 15 ans, 20 ans et plus de 20 ans, s'ils sont encore là et on continue à les faire confiance, on peut lui donner les bénéfices du doute. Mais moi, personnellement, lorsqu'il a été nommé en 2021, j'étais peut-être le jeune Congolais le plus joyeux de la République. Tu l'es toujours, non? Non, je ne le suis plus. Parce qu'en 2021, lorsqu'il a été nommé, j'ai vraiment cru en lui. Je croyais voir beaucoup d'avancements. Mais j'avoue que de 2021 à aujourd'hui, il n'a pas répondu aux attentes de la jeunesse, pour ne pas dire à mes attentes. Et si en 2021, il avait un code de popularité de 80%, si c'est moi qui dois donner le pourcentage du sondage, je pense qu'aujourd'hui, il est même à 13%. Pourquoi? Parce que lui aussi, il protège les gens qui ne méritent pas d'être protégés. Il est Premier ministre, il peut suspendre un ministre. Il a pris l'engagement d'être ferme cette fois-ci devant le président de la République. Mais d'être ferme à vous quel vous moment? souvenez, le 5 janvier. Du moment où il connaît. Je vous ai parlé de son conseiller spécial à la jeunesse qui a 6 fonctions, il le sait. C'est d'ailleurs celui qui lui a ajouté la 6e fonction. C'est lui qui l'a ajouté la 6e fonction. Est-ce que ça, c'est sérieux? Voilà, Fred Makita, je reviens. Franck Goma, j'aime bien faire ce jeu. Voilà, donc je parle de Fred Makita, je viens à Franck, les 2 F ici sur ce plateau. Alors, donc, est-ce qu'il se pose réellement un problème d'homme? Puisque vous avez reconnu quand même qu'il y a plusieurs promesses qui ne sont pas tenues depuis plusieurs années. Et Alden nous disait tout à l'heure, depuis pratiquement 30 ans, 40 ans, plusieurs promesses, et sinon les mêmes, ne sont pas tenues. Il nous a cité tout à l'heure le problème d'électricité. On nous a dit dans ce pays qu'on pouvait créer une entreprise en 24 heures sans difficulté aucune. Mais il est revenu quand même sur ce problème, les problèmes d'eau, les problèmes de santé. Alors, selon vous, comme dit Makita, est-ce que c'est un problème d'homme? Problème d'homme, je pense pas. C'est d'abord un problème de vision. C'est d'abord la vision, parce que c'est la vision qui conditionne l'homme. N'importe qui on peut mettre à la tête du gouvernement. Si la vision est grande, si la vision reflète réellement les besoins et les aspirations d'un peuple, je pense que le projet qui s'en découle pourra être facilement exécuté. On a vu aujourd'hui des chefs d'État qui hier étaient des influenceurs, des youtubeurs, devenir des chefs d'État, et puisque la vision annoncée était une vision grande, bah finalement les grandes réalisations ont été faites. C'est pas d'abord une question d'homme. Ce que je vais dire avant de répondre à votre question, M. Ngolali, c'est que la jeunesse congolaise que nous voulons doit être en mesure aujourd'hui, si réellement on aspire à un changement fondamental, doit être en mesure aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, de faire
de la contre-proposition au gouvernement. Tant que nous resterons sur des discours purement subjectifs, tant que nous resterons sur des discours qui reflètent un peu, permettez l'expression, une sorte d'irrationalité dans la pensée, je ne nous vois pas demain en tant que jeunes, en tant que jeunesse dans la collectivité, être en mesure d'opposer un discours politique, puisque là, il est question du discours politique. Nous sommes dans le terrain politique. Je ne nous vois pas opposer un discours politique rationnel qui puisse montrer à celui qui fait la proposition que demain, si tu ne fais pas attention, eh bien, ce que tu proposes pourra échouer. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous lisez attentivement les mesures principales qui ont été formulées par le gouvernement, il y a beaucoup de langage politique, donc de langue de bois qui a été utilisée. Et je ne dis pas que ça a été fait à dessein, je ne me prononce pas là-dessus, mais je pense que si, en tant que jeune, on n'est pas capable, subrepticement, intelligemment, de lire derrière les lignes, on risquera de continuer à nous entremêler dans une sorte de réflexion qui finalement n'aboutira pas. Je vous prends un exemple simple. Quand le gouvernement, on a parlé des emplois ici, et M. Ngolo s'est permis de dire que ce que propose le gouvernement ne participera pas à la réalisation de cette jeunesse que nous voulons, mais plutôt il parle de l'intégration des jeunes. Bon, c'est quand même c'est pas contradictoire, mais c'est contrarié comme discours, je me permets de le dire. Et l'intégration, le gouvernement parle, il parle même de l'intégration, l'insertion et la réinsertion des jeunes. Effectivement, quand vous lisez les 8 mesures, vous avez par exemple la deuxième mesure, le langage politique. Les pouvoirs publics encourageront, et c'est souligné en gras, encourageront plutôt le secteur privé dans la création d'emplois. Est-ce que ici, il a été défini les moyens, les modalités d'encouragement? Non, langage politique. Encourager et promouvoir l'approche IMO. Est-ce que encourager et promouvoir ici a été défini? Non. Entre-temps, on se permet quand même de spéculer là-dessus. Quand vous lisez optimiser le fonctionnement du fonds d'impulsion du FIGA, ainsi de suite. Est-ce que le gouvernement a défini ici ce qu'impliquera cette optimisation? Est-ce que cela paraît nouveau pour vous? Non, ça ne paraît justement pas nouveau. Avez-vous pris le temps de lire le PND? Ça ne paraît justement pas nouveau parce que quand on fait la comparaison avec ce qui a été énoncé dans le PND, on se rend compte que tout de suite, c'est peut-être les mêmes ambitions qui sont réexprimées, mais j'insiste là-dessus, c'est que si nous restons sur le discours politique, ce qui pour moi est une faille d'une part du gouvernement. Qu'est-ce que vous appelez discours politique? Oui, j'appelle discours politique justement l'insuffisance dans l'éclaircissement de ce que le gouvernement lui dit lui-même. Quand on dit par exemple, on attend des actions concrètes. Donc on a attendu par exemple que dans la définition d'une stratégie qui puisse permettre au gouvernement de réaliser cette ambition décrétée par le président de la République, on attendait, ou les jeunes Congolais attendaient, qu'il y ait une définition concrète des actions à mener. Par exemple, ça pouvait être des réformes. Les autres vous disent depuis quelque temps sur ce plateau que ce n'est pas nouveau. Et tout ce que vous dites existe en fait. Non, le problème, c'est pas la nouveauté. Ouais. Le problème, c'est être en mesure de démontrer que la proposition qui a été faite ne participera pas à ce que nous sommes en train de dire. Et je dis ça pourquoi? Reprenons le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, si nous voulons qu'il ait une jeunesse suffisamment formée, parce que c'est ça la base justement du problème. Si vous n'avez pas une jeunesse qui est suffisamment éduquée et formée, il faut vous attendre à ce que cette jeunesse-là soit exposée au chômage, à la pauvreté, ainsi de suite. Donc, on aurait attendu que le gouvernement nous dise, dans le domaine de l'éducation par exemple, on se propose d'initier telle réforme. Dans le domaine du secteur de l'emploi, on se propose d'initier telle réforme. À ce moment, allez-y. Moi, à chaque fois, quand j'écoute mon très cher Franck Ngoma, pardon? Bah, il vous suit de temps en temps. C'est pas pour la première fois que vous passez sur un média. Voilà, donc quand je vous suis, j'ai l'impression que vous avez adopté un discours politique pour pouvoir endormir les autres. Non, pas du tout. Permettez parce que c'est ça aussi l'échange. Mais je vous permettrai pas. Non, mais permettez parce qu'on vous permet de pouvoir prononcer et dire certaines choses. Quand je vous pose la question, quand vous parlez de l'irrationalité de ce qu'on fait là, vous faites allusion. Non. Mais voilà, le problème c'est que vous ne comprenez tout de suite pas ce qu'on dit. J'ai parlé de l'irrationalité. S'il vous plaît. Mais c'est de ça qu'on n'entend pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez l'élégance d'écouter les autres. Mais pas quand vous sortez des énormités, malheureusement. Mon cher. J'ai parlé de l'irrationalité dans la pensée. Vous pouvez retirer ce mot-là. Si vous évoquez des pensées qui sont irrationnelles, je ne peux pas ce mot-là parce que nous sommes en train de débattre et ce n'est pas entre les personnes. Donc attention. Bon, non, s'il vous plaît. Monsieur Ngolali. Dans ce pays, on ne peut pas se permettre certaines choses parce que le tableau qui nous est présenté est un tableau ancien.
Nous, on n'est pas obligé, comme Franck Ngoma, de regarder sur un nouveau tableau tant que l'ancien tableau n'est pas effectif. L'ancien tableau, d'abord, a été effacé, sans pourtant nous dire le pourquoi ça a été effacé. Nous sommes aujourd'hui capables aujourd'hui de détecter le mal de loin. Et on le dit, nous sommes en 2024. Ce n'est pas un jeune État. Le Congo, ce n'est pas un jeune État parmi les nations. Nous n'avons aucun rapport de force. Quand on parle de l'éducation, quand on parle de l'économie, quand on parle de la santé, nous sommes loin de pouvoir concourir même le dernier pays qu'est la Centrafrique. J'ai été en Centrafrique et je sais de quoi je parle. Le Congo, avec tout ça, à tous les moyens que nous avons eus, nous sommes basés sur ça. Aujourd'hui, il ne faut pas un gros français pour comprendre ce qu'on appelle là où nous sommes en train de partir. Il ne faut pas 1000 miracles. Il suffit de regarder le Congo tel qu'il se présente. En regardant rien que les routes. Parce que les routes étant soit comment on appelle ça, qu'est-ce que le mot là, un canal de l'élévation, de l'évolution de votre pays, soit c'est un frein. Vous voyez? Or qu'aujourd'hui, les deux principales villes de notre pays n'ont pas de routes. N'ont pas de routes. Vous avez aussi un système politique qui est basé sur du mensonge dont M. Franck Ngoma est en train de cautionner et de vouloir nous faire endormir sur un discours politique. Je prends un exemple. Il insiste bien sûr, il faut regarder l'axe politique parce que les gouvernants ont annoncé sur des aspects politiques. Moi, je ne partirai pas dans ce langage. Nous sommes des citoyens actifs. Chacun a des bords qui le suivent. Monsieur Makita n'est pas censé être politique pour comprendre l'action politique du gouvernement. On est citoyen. Et quand on est citoyen, on comprend mieux les choses et on les canalise. Et aujourd'hui, on est capable de détecter ce qui est faux et ce qui est vrai. Et aujourd'hui, 99,99% vous diront ce gouvernement. Mais nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas parce que nous avons eu le privilège d'être des si vous comprenez, Franck, il se fonde sur 2024. En réalité, il n'est pas sur la négation ou dans la négation de ce qui s'est passé. Il est en train de vous dire, ne soyez pas pressés. Laissez le gouvernement évoluer avec sa démarche. J'insiste, M. Ngolali, j'insiste pour dire que le Congo, ce n'est pas un jeune État. Pour dire que 2024... Pardon, pour dire 2024, excusez-moi, pour dire que 2024, à partir de 2024, un miracle va se produire tant qu'on n'a pas fait un ancien bilan. Nous présentons au moins 3 ans. Je parle de 2021, je parle de 2022, je parle de 2023. Qu'on nous présente au moins la situation de ces 3 années-là pour qu'on définisse réellement ensemble, je dis bien qu'on définisse ensemble, qu'on nous consulte ensemble. Et pour finir, on parle souvent de la conseil consultatif de la jeunesse. Je n'aime pas parler de ça, parce que c'est de l'injustice caractérisée. Ça relève de l'injustice. Parler de ça même sur un plateau veut simplement dire qu'on cautionne ça. Je n'aime pas parler de ces institutions-là. D'accord. Voilà, vous souffrez depuis quelque temps. J'écoutais monsieur Franck Ngoma. Franck Ngoma, oui. Franck Ngoma a parlé que ce qui se passe actuellement, et en dépit des enjeux, le problème n'est pas celui des hommes et peut-être de la vision. Est-ce que... Oui, j'ai des questions à vous poser aussi. Oui, mais est-ce que vous savez, en matière managériale, on dit que dans l'environnement compétitif d'aujourd'hui, ignorer la qualité équivaut pour l'entreprise à un suicide. Si vous voulez, vous qui avez une vision, vous voulez atteindre l'objectif, il faut avoir tout autour de vous des hommes de qualité. Et quand je parle de qualité, je parle de conformité, je parle de satisfaction, je parle de l'exigence, de la prévention, la maîtrise, le contrôle et le zéro défaut. Et c'est ce qui n'est pas dans le gouvernement congolais. Et donc, vous ne pouvez pas nous demander de faire des contre-propositions en dépit de ce qui a été proposé par le gouvernement. Prenons un exemple. S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai la parole. Prenons un exemple. On parle ici de 90 000 emplois. Donc, ce qui dit 90 000 emplois dit électricité et industrialisation du pays. Mais vous savez que le ministre de l'énergie, ou je ne saurais dire de celui qui s'occupe des problèmes de l'électricité, il est au gouvernement depuis combien d'années? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et donc, je voudrais vous dire qu'il connaît très bien les problèmes qui minent notre société. Il sait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la politique. Et si nous suivons votre façon de réfléchir, on peut tomber dans leur piège. S'il vous plaît, moi, je ne peux pas proposer à quelqu'un
qui a quelqu'un qui a suffisamment les moyens financiers pour construire s'acheter une parcelle et construire une maison, et je ne peux pas, si lui il n'a pas la volonté de le faire, peu importe la volonté, peu importe le plan, la capacité, même si j'étais un ange, je ne peux pas l'imposer à le faire parce que lui n'a pas cette volonté. Ces vieux-là, ils n'ont pas la volonté de le faire. Ils sont là depuis pratiquement 24 ans. Et ça, il faut le savoir. Depuis 24 ans. Le président de la République, il est là depuis 97. Et vous le savez mieux que moi. Tout autour de lui, soit ce sont ses amis, donc ceux qui ont... Parce qu'il y a Franck Fanon qui disait que dans chaque... Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème d'associer ceux qui vous sont fidèles dans la gestion de la chose publique? Vous pensez que, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Oui, mais je l'ajoutais juste s'il vous plaît, vous pensez que ceux qui sont au gouvernement sont plus fidèles à Sassou que ceux qui ne le sont pas au gouvernement? S'il vous plaît, j'arrive, je vais terminer. Oui, mais l'expérience nous a démontré, l'expérience nous a démontré que tous ceux qui ont été avec un chef d'État, c'est les mêmes qui font la guerre aux enfants du chef d'État après la fin du régime. Bon, venant de quelqu'un qui est au PCT, c'est quand même, je voudrais seulement dire, ça traduit autre chose en réalité. Je voudrais seulement dire que le président de la République il doit revoir son équipe gouvernementale, c'est-à-dire aller sur une base d'une gouvernance intergénérationnelle. C'est vraiment ça le problème. Est-ce que, en vous écoutant, Fred Makita, le gouvernement, c'est comme si, on va dire, l'épanouissement des jeunes, la promotion des jeunes passerait forcément par le gouvernement. J'ai envie de dire que tous les jeunes soient nommés au gouvernement pour qu'il y ait réellement épanouissement de la jeunesse. Non, en fait, le problème, ce n'est pas que tous les jeunes soient nommés au gouvernement. Le problème, c'est que la jeunesse congolaise est brimée par un cartel, par un groupe de mafieux. Nous avons des grands frères qui sont dans ce gouvernement. Ils ont été nommés la jeune. Vous avez des mots durs. Hein? C'est les mots qu'il faut. Hein? Parce que si mon petit frère est séropositif, je ne lui dirai pas qu'il a le palu. Même si les gens sont là, il a quelle maladie? Mon petit frère est séropositif. C'est une maladie grave, dure, mais je dois dire qu'il est séropositif. Moi, je dis toujours que notre gouvernement, là, il y a des ministres qui sont là. Même si on peut donner à l'État congolais toute l'économie américaine. On prend la Banque mondiale, la réserve du FMI, tout, on donne à l'État congolais. Il y a des ministres qui sont dans ce gouvernement. Tant qu'ils sont là, le Congo ne peut pas avancer. On peut connaître ces ministres qui vous dérangent? Le grand travaux qui a laissé les chevaux blancs inachevés. Pour moi, si j'avais un conseil à donner au chef d'État, il partait déjà. Avant même que je ne finisse à parler, il partait déjà. Donc c'est pour dire quoi? Et c'est même lui qui est le plus grand malheur de ce pays parce que, vous savez, en 2004, lorsqu'on a lancé l'émancipation accélérée, si ce projet avait réussi, tout Congolais battait campagne pour le chef d'État tous les jours. Parce que de 2014 à aujourd'hui, l'administration accélérée, voilà pourquoi à un moment, je dis parfois, le chef de l'État, quand je dis c'est un visionnaire, mais après ça m'énerve un peu parce qu'il garde les mêmes personnes au gouvernement. Mais sinon que si on voit bien, tout ce qu'il nous présente, vous allez voir le Figaro qui était un bijou, vous allez voir l'émission accélérée. Si ça avait réussi pendant les 12 mois, dans les 12 années, donc jusqu'en 2016, la Bouenza était le dernier département. Donc pendant les 12 années, 12 départements devaient se développer, plus personne ne pouvait parler mal de lui. Bref, la jeunesse congolaise est pleurnicharde. Nous attendons de nos bourreaux des solutions. Et ça me fait mal. C'est quand même vos bourreaux, vous le dites. Oui, ce sont nos bourreaux. Oui, ce sont nos bourreaux. Parce que si vous êtes au gouvernement, ça fait 20 ans. Mais si vous avez 60 et quelques ans, ça veut dire que le chef d'État avait nommé les jeunes. On vous avait nommé étant jeune. Mais vous avez vieilli au gouvernement. Pourquoi à votre tour, vous ne voulez pas rendre service à cette génération? Si vous voyez Souyulu, Massamba Deba, Ngwabi, Lissouba et les autres, s'ils pensaient à nommer leurs enfants, leurs parents, comme a fait un ministre qui a nommé son fils directeur de protocole. Il faut le citer. Si Lissouba père, si c'était comme ça, et il ne serait pas aux affaires. Hein, parce qu'on connaît l'histoire. Les Youlou, les Ngwabi ont fait venir les gens du village qui sont venus, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc nous sommes gouvernés par des personnes inhumaines. Voilà pourquoi je ne comprends pas. Est-ce que c'est lui qui nous avait présenté son projet de société? Parce que moi j'ai voté le point Sassou. Je n'ai pas voté tous ces ministres. Voilà pourquoi je nécessaire de me plaindre envers lui. Je répète que nous sommes dans l'obligation de le supporter jusqu'en 2026 parce que nous sommes dans une démocratie. La démocratie voudrait qu'il finisse son mandat. Mais comme nous sommes condamnés à cela, il doit nous rendre ses services. Vous avez parlé de fidélité, des amis fidèles. Non, il y a 6 millions d'habitants.
le chef d'État a beaucoup d'hommes fidèles. Parce que si vous avez un garde du corps avec vous, ça veut dire que c'est un homme fidèle. Si vous avez un cuisinier, ce cuisinier, c'est un homme fidèle. Si vous avez des ménagères, ce sont des personnes fidèles. Ça veut dire que les hommes fidèles qui ont échoué dans le gouvernement peuvent aller se reposer. Ils ne sont pas les plus compétents de la République. Et je vais terminer pour parler de... On a parlé de être formé. À chaque fois qu'on parle de ça, ça me dérange. Que les jeunes ne sont pas formés. Monsieur Ngolali, il y a des jeunes mieux formés plus que certains ministres de ce pays. Ouais. Je pèse mes mots. Quelqu'un me disait que les cabinets de ces ministres-là sont remplis des jeunes d'ailleurs. Il y a des jeunes dans ce pays qui sont mieux formés, qui jouent même le rôle de ces ministres. Parce qu'il y a des ministres, quand vous les suivez à la télé, vous avez pitié du pays. Voilà. Bon, nous bouclons cette émission. C'est la dernière question que je vous pose. Franck Ngoma, c'est à vous que je pose cette question. Donc, c'est la dernière pour boucler cette émission. Alors, est-ce que les promesses du gouvernement, vous y croyez quand même, vous donnez ce bénéfice de doute au gouvernement, est-ce que vous pensez que c'est faisable, tel qu'on parle de 90 000 emplois, optimiser le FIGA, le FONEA, l'ACPE, est-ce que c'est faisable dans le contexte actuel? La faisabilité de ces promesses, la réalisation de ces promesses et des propositions qui ont été formulées participe d'une seule condition. La condition, c'est de mettre en exergue des impératifs, des critères qui permettent la bonne gouvernance. Et là, je vais répondre à M. Ngolo et peut-être même à M. Makita. Il n'est pas question de tomber dans le jeunisme ou dans la jeunaloterie. Le Premier ministre français actuel à 34 ans, c'est pas le plus compétent. Notre constitution, nous l'avions voulu. Nous avions voté cette constitution. Nous avons accordé au président de la République des pouvoirs subjectifs, des prérogatives, des indiscrétions du pouvoir. La possibilité justement de nommer un Premier ministre selon son pouvoir discrétionnaire. Donc à partir de là, je pense que s'il faut circuler et définir les conditions à partir desquelles on peut nommer ou ne pas nommer, vieux ou jeune, je pense qu'on va s'attarder sur une question qui ne nous permettrait pas d'avancer. Maintenant, je pense que la réalisation de cette promesse, parce qu'on parle d'une promesse, c'est la réalisation de l'année de la jeunesse, et puis des différentes propositions qui ont déjà été formulées et qui peut-être, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, dépendra justement du fait qu'il y aura un environnement de bonne gouvernance. Tant qu'il n'y aura pas le respect des principes tels que la transparence, la responsabilité... Et ça, c'est en 2024 qu'il faut le faire. Bien sûr. Il faut le faire en 2024. Bien sûr. Okay. Tant qu'il n'y aura pas la transparence, il n'y aura pas la responsabilité, il n'y aura pas la participation, une participation inclusive, il n'y aura pas le fait que les gouvernants puissent rendre compte aux populations, dont aux jeunes que nous sommes, je pense que tout de suite, quel que soit le nombre de promesses qui pourront être faites et le nombre de propositions qui pourront être formulées, eh bien... Quel est le premier acte que vous attendez du gouvernement cette année par rapport à cette promesse? Alors, le premier acte, je l'ai dit et je ne cesse de le dire, j'ai rédigé une lettre ouverte que j'ai adressée au Premier ministre où je l'ai dit. Pour moi, l'important, c'est de ne pas se contenter d'une vision temporelle et court-termiste, de regarder que les 12 mois. Il n'est pas question de regarder les 12 mois et cette année de la jeunesse, mais il est question de poser les bases, les fondamentaux, initier des réformes historiques qui puissent étendre l'action gouvernementale pour ce qui est de la jeunesse au-delà de 2024 et au-delà du temps. Et pour ça, ma proposition, elle est simple. C'est bâtir un plan national de la jeunesse, un document stratégique qui va s'étaler dans le temps, dans la durée, et qui va définir les actions à mener pour la jeunesse. Et ce document stratégique devrait s'articuler en s'appuyant sur les documents continentaux tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine et puis la charte africaine de la jeunesse. Une fois qu'on aura un document stratégique comme ça, à ce moment, cette année peut être une année des réformes. Réforme au secteur de l'éducation, réforme pour ce qui est de l'emploi, réforme dans le secteur économique, réforme dans tous les domaines et peut-être des actions concrètes pourront être posées. De cette façon, il ne sera pas question que de l'année 2024 comme année de la jeunesse, mais il sera question du Congo comme Congo de la jeunesse. Merci. Alors, Eshimingolo, je vous repose la même question. La faisabilité des promesses du gouvernement 2024. Réajuster déjà le budget de l'exercice 2024. Ça peut se faire, toutes les promesses. Mais c'est ce que moi je demande. Ouais. Et le gouvernement doit refaire l'audit du FIGA, suspendre la ministre, ou bien la changer de ministère,
prendre le FIGA, que le FIGA soit rattaché au ministère des Finances ou à la présidente de la République pour qu'il y ait plus de transparence. Il y a plus d'urgence, vous, avec le Non, FIGA, si, j'arrive. Non, Vous j'arrive. avez aussi un dossier là-bas? Non, j'arrive. Moi je parle pour les jeunes Congolais, les jeunes entrepreneurs. Je ne parle pas pour moi. Et je ne cherche quoi que ce soit. Et donc, j'étais en train de dire, concernant le pourcentage de l'ACPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, que ça passe au moins de 7% à, je dirais peut-être 50%. Des financements. Oui, mais c'est l'année de la jeunesse, non? C'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'on ne peut pas créer 90 000 emplois en une année avec un pourcentage. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible, mais il faudrait les moyens. Il faudrait les moyens et les hommes qu'il faut, pas des voleurs. Pas des voleurs. Parce que le président n'est qu'entouré. La plupart de ceux qui entourent le président ne sont que des voleurs. Et nous les savons tous. Ils sont là depuis pratiquement 20 ans, 18 ans, 15 ans. Mais c'est le parti. Le parti a des courants, monsieur. Le parti a des courants. Vous êtes de quel courant? Vous êtes de quel courant? Mais Des réformistes? mais effectivement. Donc, ne veut pas dire cautionner le vol. C'est pas d'ailleurs l'idéologie du parti. Cautionner le mensonge et le vol. Moi, je suis en train d'aider le président de la République. Quand va Vous aussi. pensez qu'il n'est pas aidé aujourd'hui? Non, il n'est pas aidé. Ses amis sont là en train de vouloir. D'ailleurs, ils sont arrivés au gouvernement très jeunes. Et quand ils arrivent au gouvernement, ils créent des moyens pour ne pas que les autres jeunes aussi arrivent au gouvernement. Et donc, ils commencent à placer leurs enfants pour que nous soyons assujettis et Quelqu'un les disait esclaves. que vous êtes gourmand. En 3 ans, vous voulez tout avoir. Vous avez demandé à un nouveau Premier ministre, Anatole Kolmakoso arrive, vous avez applaudi. Et 3 ans après, vous avez l'impression de demander Mais à notre Premier ministre. ceux qui sont au gouvernement, payés le mois 15 millions de francs CFA, ils le sont depuis pratiquement 20 ans. Mais ils travaillent pour la nation. S'il vous plaît, ils ne sont pas gourmands. Je vous dis qu'en matière de gestion des ressources humaines, quand quelqu'un a déjà fait 5 ans à la tête d'une organisation, on suppose qu'il a déjà tout donné. Et je pèse mes mots. Je suis un membre du Parti congolais du travail, je pèse mes mots. Qu'un seul ministre, du président, s'il vous plaît, un seul ministre du gouvernement congolais nous propose, celui qui est là depuis pratiquement 20 ans ou bien 15 ans, nous montre son bilan au gouvernement. Mais ce sont des échoués. Très bien. Arrête là. Voilà, Aldin Dikas. Moi, je pense que C'est possible de créer 400 000 emplois. Non, c'est pas possible tel que le tableau est présenté. C'est pas possible parce que pour qu'il y ait ce qu'on appelle un métier, vous pouvez créer des emplois, mais pour qu'il y ait pérennisation des emplois, il faut stabiliser des secteurs qui sont prioritaires. Nous demandons, moi personnellement, je ne me bats pas pour entrer dans quelque chose. D'ailleurs, je suis très loin aujourd'hui de ce qu'on appelle les couloirs politiques. Je me dis, si vous stabilisez deux choses, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des individuels qui peuvent vous créer des emplois, qui peuvent accompagner l'État dans son processus de création d'emplois. Je souhaite que l'État, le président de la République, fasse 2 choses. Se battre à stabiliser l'électricité, à rendre la distribution d'eau disponible un peu partout, et ensuite à faire quelque chose qu'il a longtemps promis, diminuer les salaires des ministres, qui d'ailleurs ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, réduire le temps de vie de l'État. Non, ça c'est un mot. Moi, je ne tombe pas dans les mots. Je dis diminuer, c'est mes mots. Diminuer les salaires des ministres. Je prends l'exemple. Le Sénat sert à quoi? Vous connaissez l'émission du Sénat, monsieur Aldin Dikas. Vous connaissez le rôle du Sénat dans une démocratie. Dans une démocratie, on parle de la vie. Pourquoi on ne veut pas sortir un peu du cadre politique pour regarder ce qu'on appelle les tous-bords? Le Sénat, quel est le vrai travail du Sénat? Et c'est le Sénat qui pose le problème dans l'accomplissement des promesses du gouvernement. Quand on vote le budget, le Sénat à l'intérieur, l'Assemblée nationale à l'intérieur, les ministres, les conseillers, ils sont à l'intérieur. Et vous avez la grande partie qui est déjà consommée par les politiques. Si vous avez 30% de votre budget... Devant votre micro, oui. Si vous avez 30% de votre budget qui est consommé par les politiques, qui sont improductifs, si vous avez 30% de votre budget qui est consommé par les politiques qui sont improductifs, ça veut dire que les autres secteurs, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons continuer dans ça. Et donc, moi, pour terminer, je vous en prie, si le message n'est pas arrivé, je ne sais pas à qui, 2 choses. Stabiliser l'électricité et ensuite diminuer les salaires des ministres.
De 15 millions à 7 millions, c'est quelle vie où vous avez mené depuis tout le temps, là, 15 millions, et puis à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose. Si un ministre, si on commence à diminuer les salaires des ministres, ces postes, les gens vont fuir. Ah, il n'y a plus l'argent là-bas, on va aller faire l'agriculture. Fred Makita, je boucle avec vous. Moi, je ne cesserai de dire à mes amis jeunes que nous demandons des solutions à nos bourreaux parce que ce gouvernement n'aime pas la jeunesse. Ils sont méchants parce qu'ils savent qu'ils ont été mis là par un monsieur qui les avait fait confiance. Et à leur tour, ils se disent peut-être qu'ils ont des enfants incompétents. Ils se disent que si on place ces jeunes qui ne sont pas nos enfants, ils vont un jour diriger nos enfants. Vous savez, on avait parlé de fonds de soutien à l'agriculture dans ces pays. Ces fonds de soutien avaient servi à construire les maisons de troisième femme, quatrième femme, et même d'acheter les voitures au 6e bureau et tout et tout. Dans ces pays, quand certains parlent, c'est comme si nous sommes des étrangers. C'est comme si nous, on vient d'arriver. On se connaît dans ces pays. On connaît les maisons de tous ceux qui nous gouvernent. Il y a d'autres qui ont des maisons où personne n'habite. Si vous partez à Pila sans fil, là, il y a des parcelles, je peux vous monter chez René, vous rentrez là. Il y a des voitures neuves sous des nappes qu'on n'utilise pas, qu'on n'a jamais utilisées. Mais ça est là. Mais c'est la vie privée des gens, Franck. Mais la vie privée, avec quel moyen? Parce que moi, s'il vous plaît, moi, véhicule de 80 millions. S'il vous plaît, moi j'ai toujours dit, si votre père c'est Dangote, et Bina, ou Tchétché, il a laissé des entreprises, vous avez 10 fonctions, ça ne me dérange pas. Mais tant que ça sera l'entreprise Congo, je parlerai toujours. Parce que tous ces ministres-là, on connaît leur parcours. Il y a même des ministres qui n'ont pas de fonctions. Ça veut dire que s'il n'est plus le ministre, il va repartir à la maison. Donc, on parle d'assainir les finances publiques, c'est de la moquerie. Tout ce qui parle de ça à la télé, moi, personnellement, ça m'énerve. Vous parlez d'assainir les finances publiques, mais c'est vous qui nommez les jeunes à 4, 5, 6 fonctions. Vous vous moquez de qui? Aux jeunes de comprendre que la personne qui nous avait présenté le projet de société, ce n'est pas le gouvernement. C'est le chef de l'État. Donc, à chaque fois que je prendrai la parole, je m'adresserai au chef d'État que toutes ces institutions budgétivores inutiles que vous avez créées, je pense qu'à un certain moment, il faudrait soit, j'emprunte la parole de l'autre, réduire les salaires. Si ceux qui nous gouvernent aimaient le pays ou aimaient le chef de l'État, ils commenceraient par là. Moi qui vous parle, je gagne 155 000 à la mairie. J'ai été recruté avec une licence. Je gagne 155 000. Mais dans le même service, il y a ceux qui ont été recrutés avec le même diplôme que moi qui gagnent 2 fois mon salaire. Est-ce que ça peut s'expliquer? Qu'est-ce qui explique cela? Je ne rentre pas dans ça, à vous de comprendre. Est-ce que ça peut s'expliquer? Nous sommes dans un pays où eux-mêmes, le gouvernement, ils nous ont présenté la liste des fonctionnaires qui vivent en France, qu'ils appellent fonctionnaires fictifs. Mais pourtant, c'est ce même gouvernement qui le paye. Quand le salaire passe, n'est-ce pas le même gouvernement qui paye les fonctionnaires qui sont en France? Pourquoi on ne coupe pas leur salaire? Tout simplement parce que ce sont leurs deuxième femmes, leurs enfants qui sont des étudiants. Moi, j'avais des amis étudiants au Ghana qui étaient des fonctionnaires. Et il y a des c'est élèves... possible qu'un fonctionnaire... Voilà, Fred Makita, on boucle cette émission. S'il vous plaît, monsieur Ngolali. Donc, pour finir, je dirais à la jeunesse congolaise que ceux qui sont aux affaires, ça ne les a pas été donné sur la table. Ils avaient pris leurs responsabilités parce que voilà pourquoi ils sont là. À la jeunesse congolaise de comprendre que nous sommes en démocratie. Il y a un mandat qui nous emmène jusqu'en 2026. À la fin, nous devons prendre nos responsabilités, peut-être pour gérer la République nous-mêmes. Voilà. Fred Makita, activiste, Eshmi Ngolo, il est jeune du PCT, Franck Ngoma, ancien secrétaire général des souverainistes, Alain Dikas, comptable financier et culturel. Ce sont eux qui ont débattu ce soir autour du thème les enjeux de 2024 par rapport à cette année consacrée à la jeunesse. Vous avez suivi le point de vue des uns et des autres sur le plateau, mais c'est cela l'esprit Tcheleka. Donner la parole surtout pour cette année aux jeunes afin qu'ils apportent leur contribution, leur point de vue, leur analyse, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Partagez le contenu, abonnez-vous pour ne rien manquer sur Tcheleka et surtout aimer la page parce que quand vous aimez la page, vous recevez automatiquement la notification et quand nous émettons. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir et qui nous a permis d'être chez vous. Vous pouvez continuer à débattre en ligne sur le fil d'actualité et même sur YouTube, Tcheleka Media YouTube, sur Instagram, eux aussi et TikTok. Merci. On se retrouve le samedi prochain à la même heure avec un autre sujet.